Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Théma consacré au rôle et la place de l'écrivain dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale en Afrique. Autour de cette table, les habitants presque de la République dite des lettres, des écrivains et des éditeurs. Raphaël Ndiaye, directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Sidi Alamine Agdo, écrivain malien point focal, Mali Valera Gao, et Éric Joël Bekale, écrivain président de l'Union des écrivains du Gabon. Notre dernier invité, Jean-Claude Awono, Pen Cameroun, directeur des éditions Africa, président de la Ronde des poètes du Cameroun. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous là réunis à Bamako dans le cadre d'une rencontre internationale consacrée au rôle et la place de l'écrivain dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, qui est d'ailleurs notre thème de ce soir. Alors je commence par M. Raphaël Ndiaye. Voilà. De quoi avez-vous discuté? Pourquoi le choix de ce thème? C'est parce que l'Afrique se porte mal aujourd'hui? Je vous remercie. Je pense que le choix a été justifié par les organisateurs et c'est important d'une analyse générale de la situation. Nous sommes préoccupés par les questions de paix. Nous avons besoin que des acteurs qui sont écoutés prennent la parole et c'est la raison pour laquelle les écrivains sont conviés à cette réflexion. Et j'y suis en tant qu'écrivain non confirmé et chercheur, mais j'y suis aussi parce que j'ai été invité à parler précisément de Senghor en tant qu'écrivain. Et en tant qu'écrivain, comment il a construit pour sa part la cohésion sociale au Sénégal. Et avec lui, nous avons donc cette capacité de partir de soi, d'avoir un vécu qui est alimenté par son environnement, les préoccupations sociales, la situation de colonisés, et une restitution qui est faite en termes de réponse pour un engagement politique et une construction de l'État et une consolidation de la nation. C'est un peu ce qui m'a amené ici. Et j'ai par ailleurs beaucoup écouté et beaucoup appris puisque les expériences étaient très diversifiées et très enrichissantes. Jean-Claude Awono, votre point de vue sur la question, la rencontre de Bamako? Bien, la rencontre de Bamako a été pour moi qui suis venu de Yaoundé au Cameroun l'occasion évidemment d'apporter ma contribution à la réflexion sur les questions de cohésion sociale en Afrique aujourd'hui. C'est une problématique qui me semble importante, compte tenu d'abord de la situation dans laquelle le pays hôte, c'est-à-dire le Mali, a vécu. Ce pays a besoin de retrouver un certain état de sécurité et de cohésion sociale qu'il a connu par le passé. Et il se trouve en même temps que, venant du Cameroun, ce pays-là de l'Afrique centrale est confronté à des questions de sécurité. Donc je pense que ces deux raisons-là au moins, et s'il faut également ajouter à cela la situation générale de l'Afrique, donc ces raisons pouvaient valablement justifier ma présence à Bamako. D'accord, Sidi Alamine Agdo, c'est un thème qui vous concerne particulièrement puisque vous venez de Gao, vous êtes écrivain, le Mali a traversé une longue crise, aujourd'hui c'est la réconciliation nationale, c'est un thème d'une importance capitale pour vous? Bon, c'est très important, mais c'est un thème qui a toujours été très important pour Mali Valère et la Sahélienne. Mais le président de Mali Valère et Pen Mali a eu l'initiative de réunir tous les écrivains et les intellectuels et d'organiser en même temps un concours pour la jeunesse malienne autour du thème la paix et la cohésion. C'est pour que les gens, les écrivains surtout, qui doivent être des lanceurs d'alerte et des encadreurs de sociétés dans notre monde qui n'est pas tellement beau aujourd'hui, et d'apporter surtout leur expérience dans le domaine des conflits et de leur résolution en Afrique, parce que ce n'est pas seulement le Mali qui vit ces problèmes-là, il est vécu
dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il y a eu beaucoup d'expériences que le PEN Mali et Mali Valeurs veulent capitaliser pour mettre à la disposition du public, pour mettre à la disposition du peuple malien, pour qu'ils sachent que ce problème-là, c'est un problème qui est venu, il est appelé à finir, et les solutions que sont en train de nous proposer nos dirigeants, est-ce qu'on ne va pas faire en sorte qu'on se les approprie ou qu'on les améliore pour que nous soyons vraiment de plein pied dans la paix. Éric Joël Bécalé. Oui, bon, mais, tout d'abord, je souhaite remercier le pays hôte, les confrères de PEN Mali et de Mali Valeurs qui ont bien voulu initier cette rencontre que j'estime importante parce que nous, écrivains et de manière générale intellectuels, nous avons besoin de ce genre d'environnement pour nous mettre ensemble, réfléchir et si possible pondre des idées qui peuvent porter. Mais je crois aussi qu'il faut féliciter les autorités maliennes qui ont bien voulu que cet événement se tienne. La thématique autour de la paix et de la cohésion sociale ici est extrêmement importante. Certes, parce que nous sommes au Mali, et je crois que c'est d'abord par rapport au Mali et plus particulièrement à ce que nous pouvons dénoncer par rapport à toute la violence qui actuellement est en train de sévir dans la partie nord, mais aussi par rapport à tous ces environnements africains où la violence, les conflits, le terrorisme, finalement, vient remettre en cause ce que nous, Africains, nous souhaitons porter de plus valeureux, à l'humanité, au monde. Parce que l'Afrique, elle est profondément amicale, chaleureuse, fraternelle. Et aujourd'hui, nous avons d'autres préoccupations que ceux de la violence. Nos préoccupations sont de l'ordre du développement, du bien-être social. Et malheureusement, ces choses-là viennent nous empêcher de nous atteler à ce qui aujourd'hui nous semble le plus important. Alors en tant qu'écrivain, on a souhaité savoir quelle est notre position et si possible ébaucher des voies de solution. Et naturellement, durant 3 jours, nous avons réfléchi à la question et proposé des recommandations qui sont de l'ordre du dialogue et de la fraternité. Merci. Monsieur Raphaël Ndiaye, prenons le cas de Senghor, un grand écrivain, un grand poète. Au-delà de sa personnalité d'homme politique, qu'est-ce qui a le plus amené Senghor à consolider la paix et la cohésion sociale au Sénégal, quand on sait que le Sénégal est aujourd'hui l'un des rares pays africains qui n'a pratiquement pas connu de coup d'État, excepté en 62 peut-être, brièvement. Oui, brièvement, lorsque Senghor arrive en vacances en 1945, pour terminer une thèse de doctorat d'État en linguistique, il est invité à entrer en politique. Il réfléchit, il hésite, il consulte ses parents et ses amis, il visite l'intérieur du pays et ce qu'il voit le convainc qu'il doit le faire. Et à partir de ce moment-là, il va s'engager à partir de 1945. Et l'ensemble de ses écrits, jusqu'aux années 90, va tourner autour de cet engagement pour baliser son action politique par la réflexion et par l'écriture. Ce qui me frappe dedans, c'est que c'est d'abord quand même le poète. Et d'ailleurs, Senghor a toujours dit que s'il ne devait garder de toute son œuvre qu'une seule, il ne garderait que sa poésie. Mais nous, Sénégalais, considérons qu'il nous a dotés d'un état de droit. Il a veillé à ce que la mosaïque des populations, des peuples, devienne un peuple sans couture, c'est son expression dans l'hymne national, et il a consulté les autorités religieuses, coutumières, il a écouté les forces vives, il a défini le dialogue comme la méthode de gestion de la collectivité, défini même ce qu'il a appelé le compromis dynamique, en disant qu'un mauvais compromis est même meilleur qu'un bon procès. C'est avec cette approche que nous avons essayé de voir pendant la rencontre, comment il a construit cette cohésion au Sénégal et a essayé de la maintenir, y compris jusque dans la façon dont il a géré l'armée nationale,
Parce qu'au début des années 60, il a envoyé son chef d'état-major général des armées à l'université, recruter des universitaires pour les envoyer dans les meilleures écoles militaires en disant qu'il ne voulait pas d'une armée au rabais. Et c'est la raison pour laquelle nos généraux sont des républicains. En tout cas, ils ont été éduqués dans ce sens-là. De même qu'il a évacué toute possibilité de faire référence à la religion, à l'ethnie, à la langue, au sexe, à la région, pour bâtir un parti politique. Il fallait que ce soit dans un ensemble qui respecte les institutions qu'il a essayé de mettre en place et sur lesquelles il a effectivement veillé. Alors c'est un éclairage intéressant puisque moi ce que je retiens là-dedans, c'est quand même un écrivain d'abord qui est parti de son ressenti et qui l'a développé au-delà de l'écriture par l'action politique et par la gestion des affaires de l'État. D'ailleurs, il est plus connu comme poète que président. Mais beaucoup de gens le connaissent aussi comme président parce que quand vous voyagez à travers le monde, ce que les gens vous disent, si vous donnez le nom du Sénégal sans le situer sur la carte, on ne se retrouve pas chaque fois. Mais si vous dites que c'est le pays de Senghor, on le reconnaît. Très bien. Voilà, et Jean-Claude Logono, vous venez du Cameroun. Hein. Depuis un certain temps, le Cameroun est victime des attaques meurtrières de la secte islamiste Boko Haram. On voit aujourd'hui de plus en plus la société dite civile qui fait descendre des gens dans la rue et non les écrivains. Pourquoi? Quel est votre rôle aujourd'hui dans la prévention des conflits au Cameroun? Bien, il faut dire que les écrivains font partie de la société civile. Hein. Ils font partie de la société civile. Mais maintenant, est-ce que ce sont les écrivains qui ont enclenché l'action civile qu'on a pu observer au Cameroun suite aux agissements de Boko Haram? Les écrivains en font partie, ça je peux vous le dire, même s'ils n'ont pas été vraiment les principaux leviers de cette action-là. Mais il faut dire de manière générale que la littérature au Cameroun a presque toujours été aux avant-gardes des situations qui se sont posées au pays qu'on appelle le Cameroun. Souvenez-vous, dans les années de la colonisation, je pense que les écrivains camerounais, conscients de la nécessité qu'il y avait de recréer une ambiance de vie propre à une communauté organisée, enracinée en elle-même et porteuse de devenir, a produit une œuvre très riche. Vous connaissez des écrivains tels que Mangabeti, tels que Guillaume Oyono-Mbia, tels que le Paul Ferdinand Oyono. Donc tous ces écrivains ont balisé un terrain qui a permis aux écrivains camerounais de l'heure, évidemment, de pouvoir aller chercher au fond d'eux-mêmes de la substance qui leur permet de faire face à des situations de crise comme celles que nous vivons. Mais je voudrais quand même dire une chose. Il ne revient pas toujours aux écrivains devant une situation comme celle de la violence extrémiste que nous vivons aujourd'hui, d'aller faussement sur le terrain. Mais il leur appartient également d'exploiter cette situation-là pour pouvoir construire leur œuvre littéraire. Je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut pouvoir les interroger aussi. Voir dans quelle mesure est-ce que l'œuvre littéraire devient en réalité le reflet, le lieu d'engagement en réalité d'une lutte contre une situation sociale qui est absolument inacceptable. Et je pense que de ce point de vue, les écrivains camerounais sont absolument conscients de la responsabilité qui est la leur et agissent dans ce sens. D'accord. Éric Joël Bekale, est-ce qu'on a l'impression que depuis, après les indépendances africaines, les écrivains dits engagés sont rares, très peu écrivent sur des sujets qui tiennent à cœur les populations? C'est dû à quoi, vous qui venez du Gabon, un pays paisible, si on peut le dire? Dieu merci. Voilà. Dieu merci. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que l'écrivain gabonais, plutôt africain, est de moins en moins engagé après le fameux mouvement dit de la négritude et puis la seconde vague d'après incarnée par Yore Shenka. Non, toute écriture est nécessairement engagée. Mais je crois que le débat se situe au niveau de quel engagement. En général, l'engagement auquel on fait allusion est l'engagement politique. Engagement politique, disons, dénonciation de situations d'impérialisme, de colonisation, si on veut, d'esclavage moderne, mais aussi de prédation étatique par les nouvelles gouvernances africaines elles-mêmes. Il faut lire et les écrivains sont très engagés. Peut-être qu'ils sont de moins en moins visibles sur les médias notamment. Ils débattent de moins en moins et c'est peut-être à ce niveau que se situe le problème. L'écrivain est de moins en moins visible, mais dans son œuvre, il demeure engagé. Concernant le Gabon, je crois que nous avons beaucoup de chance. Nous ne sommes pas directement confrontés à la problématique terroriste actuelle,
Mais comme une vieille sagesse africaine le dit, hein, lorsque la maison du voisin brûle, hein, il faut lui apporter ton aide, ton seau pour l'aider à éteindre. Et c'est ce que je crois qu'actuellement nos chefs d'État essaient de faire au sein de la CEMAC et de la CEAC. Nous essayons de prévenir pour mieux guérir au cas où. Sidi Alamine, vous venez de Gao, hein. Est-ce que vos écrits sont écoutés? Est-ce que vous êtes lus finalement dans cette partie du Mali ou même dans l'ensemble du pays? Bon, Quel peut être votre rôle en tant qu'écrivain dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale? Bon, les problèmes des écrivains en Afrique en général et au Mali en particulier, c'est que c'est d'abord des gens qui, comme vous le dites, qui sont engagés parce qu'ils ont un environnement très difficile. D'abord, ils n'ont pas le cursus universitaire nécessaire, ils n'ont pas les moyens financiers, les éditions sont faibles, ils sont pauvres, et les politiques de l'éducation même, on a l'impression qu'elles font défaut maintenant, ou bien elles sont en régression. Sinon, pour une société vraiment de valeur, une société qui se développe, on a besoin des écrivains. Et nous avons la matière, nous avons des problèmes récurrents dans nos sociétés qui ont besoin des écrivains, qui ont besoin de la lecture, qui ont besoin de l'éducation surtout de base, parce que quoi que vos écrits soient beaux, si le public auquel vous écrivez ne comprend pas et qu'il ne lit pas, vous avez beau être écrivain, ça n'ira pas loin. Oui, Raphaël Ndiaye, allez-y. J'allais dire que, en fait, ce qu'il me semble, c'est que les hommes d'État doivent lire les écrivains. Si je me rappelle bien, le président Mitterrand était interrogé sur la question de savoir pourquoi il s'entourait toujours d'écrivains. Et sa réponse était la suivante: parce qu'ils me surprennent. Ils surprennent parce que lorsqu'on arrive à lire tout le déploiement de l'imaginaire fait par les écrivains et les thématiques qu'ils abordent de façon directe ou indirecte, lorsqu'on arrive à décrypter cela, on a des réponses, on a des problématiques. On a une problématisation des questions qu'en tant qu'homme politique, on doit affronter. Et cet éclairage-là, il est essentiel. Malheureusement, la situation qui prévaut un peu partout dans nos pays, c'est le fait que le débat politicien même, a pris le pas sur le débat intellectuel et le débat d'imagination et de créativité. Et s'il faut bien le débat politique sain, et pas politicien, il faut aussi le débat intellectuel parce qu'il nous faut penser notre être au monde et nos projections. Et cela, c'est autant les intellectuels, je veux dire ceux qui réfléchissent, qui font de la recherche, que les écrivains par leur imagination, leur capacité à créer des situations, à se mettre dans la peau des personnages, à les faire parler et à apporter des réponses plus ou moins indirectes. C'est toute cette problématisation qu'un homme politique devrait faire lire, et s'il n'en a pas le temps, qu'il charge ses conseillers de passer en revue la littérature pour voir quelles sont les problématiques qui reviennent, quelles sont les solutions qui pourraient être apportées à ces questions-là, puisque souvent les écrivains dénoncent, indiquent et laissent en suspens. Jean-Claude Awono, est-ce que justement ce que vient de dire Raphaël Ndiaye, nos dirigeants lisent trop peu, certains pas du tout, alors que souvent quand on les voit faire des photos derrière leur bibliothèque, c'est bourré de livres. Est-ce que ce n'est pas parce que les écrivains les dérangent? Nous recevions il y a quelques jours John Saul qui nous disait qu'il a eu à rencontrer des chefs d'État avec qui il a échangé sur le rôle des écrivains. Ils ont dit non, ils nous attaquent. Il leur a dit, mais il va falloir que vous ayez une peau très dure. Bien, peut-être les écrivains, je veux dire les hommes d'État du Mali ont sans doute le fond du décor rempli de bibliothèques, de livres, mais au Cameroun, souvent, c'est des photos. Au Cameroun, habituellement, on a des photos qui embellissent le fond de l'écran, si vous voulez. Donc, je pense que c'est une problématique qui est importante, qui est cruciale. Est-ce que nos hommes d'État, nos politiciens comprennent la nécessité de la lecture des œuvres littéraires? Moi, je peux dire que
ma Si connaissance. vous écrivez à leur avantage, ils vous considèrent finalement comme des amis. Voilà. Et si vous dites le contraire, vous devenez Non, l'homme à le battre, rôle de l'écrivain souvent. n'est pas d'écrire à l'avantage des hommes politiques. C'est pas ça le rôle d'un écrivain. Le rôle d'un écrivain, c'est de prendre ses responsabilités, d'écrire en fonction évidemment des impératifs qui sont d'abord sans doute les siens propres, mais également les impératifs d'existence et de transformation de la société, peut-être même aussi de sa propre écriture. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les hommes politiques, on a constaté véritablement que la littérature les dérange. La littérature ne les intéresse pas, ou alors ils n'y touchent pas. Ils laissent donc un peu les écrivains dans leur petit coin. Moi, je pense que quand même, quand on passe en revue l'histoire de la littérature universelle, on voit qu'il y a des hommes d'État qui sont intéressés à la littérature, et souvent ça a été les meilleurs. Ceux qui sont, on a parlé par le passé, des messieurs comme Georges Pompidou, ses relations avec Senghor, et Senghor lui-même, etc. Ça a été véritablement les chefs d'État qui ont éclairé leur action, je crois, de l'imaginaire des écrivains. Et donc, je pense que sagement, ils devraient penser à revenir à cet imaginaire en vue d'enrichir en réalité leur action politique aussi. Mais le fait que, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos écrits, s'ils ne sont pas portés au loin, c'est dû au fait que vous écrivez en français le plus souvent, alors que dans la majorité de nos pays africains, très peu savent lire. Vous êtes élitiste finalement dès que vous êtes écrivain. Bon, question de l'élitisme, un écrivain, il écrit pour l'élite. C'est d'abord une élite, ça c'est vrai. Et quand on parle d'élite, ça ne veut pas dire, de mon point de vue, des personnes qui sont jugées sur un piédestal inaccessible. On écrit en réalité pour ramener la société, pour ramener l'être à sortir de, de sa banalité, pour grandir, pour s'élever avec quelque chose. C'est dans ce sens que je pense que la littérature s'adresse à ce que chacun de nous a d'élitiste. En réalité, c'est-à-dire des grands, de ceux qu'il faut pouvoir élever. Maintenant, est-ce que les productions que nous faisons sont coupées de leur cible, du fait de leur herméticité, ou je ne sais pas de quelle autre armure on met entre notre cible et puis ce que nous faisons? Je ne pense pas véritablement. Il y a une immense littérature, tout au moins au niveau du Cameroun, celle que je connais, qui est produite par les jeunes, qui est produite par les moins jeunes, qui est produite par les auteurs camerounais et africains de la diaspora, qui est disponible, qui est accessible intellectuellement, je crois, à un grand nombre de personnes. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a comme une sorte de rupture en réalité entre la cible qui est celle des écrivains et puis les productions qu'ils font. Et Raphaël Ndiaye, on sait que le Sénégal a un avantage, c'est que certains écrivains cessaient déjà au Wolof, ils écrivent dans les langues nationales. Est-ce que leur écrit porte plus que ceux qui écrivent en français? Il y a plusieurs difficultés dans le domaine du livre et l'accès aux livres, y compris ceux produits par les écrivains. C'est l'infrastructure d'édition, déjà. Pour se faire éditer, c'est difficile. Je me rappelle à l'époque, j'étais membre du comité de lecture des nouvelles éditions africaines. On recevait 400 manuscrits par an et on ne pouvait en publier qu'une quarantaine. Il y avait déjà ça. L'autre élément, c'est le fait que la prise de la plume, de l'écrit, du moyen d'écrire, est une ascèse sur soi-même pour écrire. Parce que ce qui vous semble clair, quand vous prenez une plume pour le coucher, devient très compliqué parce que vous devez le clarifier. Cet effort de clarification et ce à quoi vous aboutissez, c'est le même effort de réflexion qui est demandé à celui qui va vous lire. C'est pourquoi je suis d'accord avec Jean-Claude quand il dit que quelque part c'est élitiste. Mais c'est un élitisme qui élève la personne qui écrit et qui élève la personne qui lit. Et c'est ça l'intérêt. Maintenant, faut-il le faire? Dans quelle langue le faire? Dans la langue qu'on maîtrise le mieux. Si c'est la langue maternelle qu'on a tétée, pour reprendre le terme, il faut passer de la langue orale à la langue écrite. Il faut connaître le fonctionnement de la langue. Nous avons un dictionnaire sérère français du révérend père Léonce Crétois. Il y a travaillé pendant 20 ans. C'est 6 volumes, plus de 4000 pages. Il faut avoir lu ce dictionnaire et avoir lu la thèse de Aranfal, les nominaux en sérère-sine, pour savoir comment la langue fonctionne. Quand Senghor disait que nos langues sont agglutinantes, moi, en faisant une thèse sur la notion de parole chez les sérères, j'ai décortiqué, à la demande de mon professeur, des énoncés pour voir comment des modalités verbales s'agglutinent à une racine verbale.
Si vous ne savez pas comment la langue fonctionne, il vous est difficile de produire dans la langue et d'en tirer tous les enseignements. Ce que je veux dire, pour me résumer, c'est que la proclamation renouvelée et répétée sans arrêt qu'il faut recourir aux langues nationales suppose un effort d'apprentissage de ces langues, au-delà de la langue parlée, pour les écrire, pour penser dans la langue et pour arriver à produire un texte valable dans la langue. Ce travail-là, il est à faire et il est à la fois au niveau des autorités politiques, volonté politique, mais également c'est un effort personnel de la part de chacun. Une fois cela maîtrisé maintenant, vont se poser tous les problèmes de lecture, parce qu'il faut un lectorat, et d'édition d'abord, parce qu'il faut une infrastructure d'édition pour amener tout cela. En attendant que tout cet effort se fasse, eh bien, les gens écrivent en français, et l'effort que les élites doivent faire, c'est effectivement de lire... De traduire ces livres. Non seulement de traduire, non, c'est de produire. Déjà, c'est aussi de traduire. Domigolo, le roman de Boubacar Boris Diop, a été préparé dans mes propres services à Enda Tchermon. J'étais responsable de l'édition là-bas. Mais la diffusion a été assez limitée. Personnellement, je maîtrise le Wolof, mais je considère que j'ai un Wolof de la rue pour des transactions. Pour des transactions du quotidien. Quand je dois entrer dans le domaine littéraire, mon Wolof ne se fait plus. Mais mon sérère, je sais le faire en sérère. Et je sais écrire le sérère. Mais cet effort-là, il est à faire. Cette bataille au niveau du Sénégal a amené les pouvoirs publics qui avaient retenu ces langues nationales à reconnaître, à donner le statut de langue nationale à tous les parlers du pays. Et à partir du moment où une langue a fait l'objet d'un décodage et d'une notation, elle fait l'objet d'une cérémonie officielle de reconnaissance. En février 2010, il y avait 19 langues nationales qui étaient déjà reconnues dans ce sens-là. Mais quand nous avons fait la compétition pour savoir qui avait écrit dans ces langues, eh bien la production va de l'excellent en Pulaar et Wolof à epsilon dans certaines langues. Autrement dit, il y a un effort à faire et c'est la part de tout le monde. Sidi Alamine, une question sur la paix, la réconciliation nationale. Est-ce que vous aviez été prise en compte dans les résolutions, les différentes résolutions, les projets pour l'accord de paix au Mali, vous les écrivains? Bon, un accord... Quel a été votre rôle, votre place dans la promotion de la paix et la réconciliation nationale au Mali? Bon, nous, de tout le temps, Mali Valeur, la sahélienne et à peine Mali, les écrivains ont toujours parlé dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la cohésion, dans le sens de la paix. Mais, comme vient de le dire M. Ndiaye, les gens sont confrontés à ce problème de langue, de choix de langue. On dit d'écrire. On écrit en français parce que ça fait bientôt 200 ans qu'on apprend le français. Malheureusement, on est en train de reculer. On est en train de reculer le niveau même des étudiants à l'université. Bizarrement, notre niveau en français était meilleur dans les années 70-80 où on n'avait pas l'université. Aujourd'hui que nous avons 4 universités, le niveau est en train de baisser. Les langues nationales, bon, c'est très bon, mais je ne crois pas que ce soit le moment d'écrire dans les langues nationales pour un écrivain qui n'arrive même pas à s'en sortir en français. Oui, mais d'accord, vous qui écrivez en français, quel a été votre apport à la réconciliation nationale au Mali? Non, notre rapport à la réconciliation, c'est qu'on met à la disposition du public des textes qui renforcent cet esprit de cohésion sociale et de paix. Ils sont là, ils sont disponibles, mais maintenant... Quelles sont les dispositions qui sont prises par les politiciens ou les gouvernants pour que ce texte-là soit, si vous voulez, que le Malien lambda ait accès à ça? Parce que nous avons des grands écrivains comme Seydou Badian Kouyaté ou bien les grands écrivains de Bamako. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans les programmes scolaires, mais ils ne sont pas accessibles à Borem tout près. Hein. Monsieur Bekale, est-ce qu'au Gabon, vous les écrivains, vos écrits sont-ils pris en compte dans les programmes scolaires? On a pratiquement tous étudié souvent dans les programmes scolaires. Ce sont les auteurs européens, la plupart des auteurs français et quelques auteurs africains. Qu'en est-il de la situation au Gabon? Non, vous savez, à l'instar des autres pays africains, Afrique noire francophone,
accéder aux indépendances en 1960, il fallait tout de suite former une élite qui se chargerait de prendre en main la destinée du pays, c'est-à-dire cet espace anciennement occupé par le colon. Et à partir de là, il fallait vraiment à tour de bras former et donc renforcer l'éducation. Le Gabon, qui n'avait pas encore assez de cadres à l'époque, a dû donc faire venir d'un peu partout des enseignants, des maîtres, des professeurs, ce qui fait que finalement nous sommes un pays très 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 ouvert sur le plan culturel, mais je pense que tous mes professeurs de français venaient d'Afrique de l'Ouest, de mathématiques d'Haïti, ce qui est un enrichissement, absolument. Mais malheureusement, en même temps, nous ne sommes pas assez imprégnés de nos propres réalités culturelles. Et cela devient aujourd'hui quelque chose d'assez criard que nous dénonçons et que nous essayons de rattraper. L'Institut national pédagogique, qui est la structure chargée donc d'inscrire au programme scolaire les ouvrages à étudier, de plus en plus fait un effort. Nous voyons introduire de nombreuses œuvres gabonaises. Mais cela n'est pas suffisant. Et moi, je suis président de l'Union des écrivains gabonais. Si je venais à être reconduit à cette charge, je souhaite soulever l'exception culturelle concernant le Gabon. Vous voyez, nous communiquons en français et c'est très bien parce que je considère que la langue française est désormais une langue nationale en Afrique et au Gabon en particulier, mais il faut aussi qu'il y ait un certain effort qui soit fait pour que la trop pratique ou le trop usage de la langue française ne tue pas finalement les langues nationales. Et avec les langues nationales, la culture, ou plutôt les cultures, parce qu'elle est diversifiée même au niveau national et avec la littérature. Voilà, mais je pense qu'il faut m'excuser. Oui. Nous avons parlé d'élite tantôt. Bon. Allez-y. Oui. Alors, de cette élite, moi j'entends par élite finalement la tranche de la population instruite oui. Et disons à la gouvernance du pays, que ça soit sur le plan politique, administratif, voire commercial, etc. Donc c'est là qui a été à l'école, qui peut lire, qui peut aussi écrire. Mais malheureusement, c'est plutôt celle-là qui ne lit pas, je crois. Si vous faites un petit sondage, par exemple, vous constaterez dans les discours, là, nous sommes en pleine Assemblée générale des Nations Unies, les leaders africains citent très rarement les auteurs africains. Mais c'est qu'ils ne nous lisent pas. Or, justement, quel est notre apport, quel est le sens que nous donnons à notre écriture, sinon que nous soyons lus et qu'en nous lisant, nous puissions d'une manière ou d'une autre influencer par l'information que nous apportons, par la suggestion de solutions aux problèmes évoqués que nous pouvons apporter. Nous ne sommes pas lus et nous sommes même très peu sollicités, je l'ai dit. Il y a un problème de visibilité des écrivains africains. Nous passons rarement à la télévision, rarement à la radio quand il y a des grands débats, des débats d'ordre politique par exemple. On ne nous sollicite pas, pourtant nous sommes des grands témoins. Oui, ce n'est pas de votre rôle d'exiger, de faire pression pour avoir plus de visibilité par exemple. Mais en fait, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et Dieu merci, nous le faisons dans tous les cas, mais il revient aussi aux autres. Lorsqu'on pense à inviter un X, on pourrait aussi inviter un Y, dont l'écrivain. Mais nous sommes presque systématiquement esquivés, peut-être parce que notre parole gêne, c'est possible. Raphaël Ndiaye, on a vu, l'Afrique a connu d'éminents écrivains, de célèbres écrivains, très peu de prix Nobel, 3 je pense, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Peut-on parler de discrimination ou c'est parce qu'on ne considère pas que les écrivains écrivent à la hauteur de ce que les Occidentaux attendaient souvent? Il m'est difficile de... Quelqu'un nous disait il n'y a pas longtemps qu'il est surpris de voir que Senghor n'a pas été prix Nobel de littérature, par exemple, alors qu'il est un grand écrivain. Bien, il n'a pas eu ça, il a eu autre chose. De si favorable... Écoutez, il m'est difficile de donner un avis sur cette question-là parce que je n'ai pas l'ensemble des paramètres pour apprécier. Je sais simplement que notre fondation a soutenu la candidature d'un Burkinabé, candidat au prix Nobel de littérature pour l'année 2014. Ça n'a pas marché. Il a renouvelé sa candidature pour 2015 et on est toujours à l'écoute. Cela peut aussi traduire une insuffisante lecture des œuvres produites par les Africains et à partir de l'Afrique. Parce qu'une bonne partie de la production également des Africains se fait à partir de l'étranger. Et
Prendre un écrivain africain, est-ce que c'est à partir de continent seulement ou de n'importe où dans le monde pourvu qu'il soit africain? C'est une autre question. Bref, je suis pas outillé pour vraiment me prononcer sur cette question-là. Mais peut-être... Voilà. Oui, allez-y. Oui, je me suis quand même intéressé à ces questions-là. La question justement des prix Nobel qui sont accordés aux écrivains dans le monde. Est-ce que vous allez constater c'est que la zone francophone n'a jamais reçu de prix Nobel. Par contre, beaucoup d'écrivains français en ont reçu. Et la plupart des prix Nobel sont évidemment en zone anglophone, etc. Les expressions, je veux dire, les anglo-saxons. Donc, du coup, je me suis posé des questions. Est-ce que la zone francophone est une zone maudite? Est-ce que c'est une zone qui pèse sous le poids, je ne sais pas de quelle malédiction? Donc je me suis posé ces questions, mais je n'ai pas eu de réponse. Mais tu as dit que c'est vraiment un paradoxe, c'est des paradoxes qu'il faut pouvoir relever. Comment ça se fait qu'avec toute la littérature francophone d'Afrique, du Nord, depuis l'Algérie jusqu'au pays, il y a sans doute des critères. Du contenu. Est-ce que vous pensez... On voit certains écrivains comme fait Amadou Kourouma en attendant le vote de Moi, je ne pense pas que le problème soit un problème de contenu. Ils ont participé à la promotion de la paix. Ce dont je suis convaincu, c'est que les écrivains francophones ont produit des œuvres aussi fortes, aussi riches, aussi valables que les écrivains d'autres aires culturelles, je crois, du monde. Mais la question, je crois qu'il faut qu'on se la pose. Je n'ai pas de réponse. D'où vient-il que le prix Nobel esquive à ce point, justement, les pays francophones? La question doit être posée. Il faut la poser véritablement. Mais le Nobel n'est pas français. Allez-y, monsieur Lekali. Je n'ai pas dit qu'il était français. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est un prix quand même universel. Mais je dis, les auteurs français, ils ont eu le Nobel, ils sont nombreux. Les auteurs francophones n'en ont jamais eu. Je veux le dire pour établir la filiation linguistique quand même entre les deux. Parce que nous utilisons la langue française. Un auteur de littérature. Les trois pays africains prix Nobel de littérature, le Nigeria, l'Afrique du Sud, de l'Égypte, ils représentent sans doute très bien l'Afrique, mais seulement il se trouve que... Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec, disons, la personne même de l'écrivain? C'est vous les écrivains, peut-être. C'est quand même des fortes personnalités qui ont été primées là. Peut-être que par exemple, les critères d'attribution de ces prix-là sont dus à cette mercantilisation occidentale qui veut que tout produit, combien, il a été produit à combien, il a été vendu à combien, est-ce que ça intéresse les élites? Il y a ça aussi. Souvent les best-sellers. Voilà, oui, c'est ça. Il nous reste pratiquement 4 minutes pour terminer cette émission, 1 minute à chacun de vous. Monsieur, dites-nous, Raphaël Ndiaye, qu'est-ce qui vous tient à plus? Si on vous demandait par exemple d'adresser un message aux millions d'Africains qui nous regardent en tant que chercheurs, écrivains, quel doit être votre rôle pour pacifier par exemple le continent africain qui est aujourd'hui sujet à des crises sans précédent? Ma prière serait d'abord que le Mali retrouve la paix. Et définitivement, parce que ce pays nous est très cher. Il est ancien, il est bourré de richesses. Je viens de voir l'exposition sur les manuscrits du Mali. On les a estimés à 400 000. C'est un trésor. Ma prière, c'est également que les pays de la zone de conflit, Boko Haram et autres, puissent retrouver la paix. Que le sud de mon propre pays, la Casamance, retrouve la paix. Et si les écrivains peuvent être consultés pour apporter leur pierre par leur ressenti et la façon dont ils l'ont rendu à cet avènement de la paix, ce serait tant mieux. Et je pense qu'on devrait leur donner au moins cette chance-là pour qu'ils puissent contribuer comme les autres à la paix. Jean-Claude Aouno. Bien, moi, l'un des vœux, c'est d'abord que le forum pour la cohésion sociale, la rencontre des écrivains africains pour la cohésion sociale et la paix en Afrique puisse être reçu d'abord par les écrivains, mais également par les politiques, parce que nous voulons en faire un forum important. Nous voulons que Bamako soit une terre qui va permettre aux écrivains africains de prendre conscience de la force qu'ils constituent. Bon, maintenant, pour le reste, comme Raphaël vient de le dire,
tout le veut, c'est que cette situation de Boko Haram vraiment prenne fin au Cameroun. Et moi, j'en appelle à l'intelligence de toutes les bonnes volontés, d'abord africaines, mais également internationales. Parce que la violence religieuse, etc., ce n'est pas bon pour le devenir de l'Afrique. Par la diplomatie, mais aussi par la force de la plume. Par la force de la plume aussi. Évidemment. Sidi Alamine. Bon, moi je sais que le Mali, il est sur la bonne voie. Inch'Allah, on va retrouver la paix, on la retrouvera. Mais ce que je demande aux Maliens, c'est de lire, c'est d'écrire, c'est d'aimer l'écrivain et de ne pas les marginaliser ou les martyriser. Quelle que soit la violence de ses propos, c'est une violence qu'il s'est fait sur lui-même et qu'il fait à sa société. Maintenant, je demande aux autorités et à toutes les bonnes volontés d'aider aussi l'écrivain, parce que l'écrivain, il n'est pas dans un environnement qui facile. Parce que quand vous voyez chez nous au Mali ici, toutes les initiatives qui permettent d'avoir de l'argent vite et de les détourner sans ne rien faire, elles sont financées. Mais quand les écrivains proposent quelque chose, ils ont des problèmes pour l'éditer, pour le diffuser, pour l'accessibilité même de leurs produits. Ils ont des problèmes. Maintenant, il y a une chose que les gens... Il ne faut pas minimiser la réunion qui a eu lieu aujourd'hui, ces derniers jours-là. Je crois que Mali Valeurs et PEN Mali va faire des forums dans ce sens-là pour que tous les Maliens lambda aient accès au livre. Et ça, nous voulons que tout le monde s'y mette. D'accord. En quelques secondes, Éric Joël Bécalé, votre dernier mot. Oui, mon dernier mot sera celui-là, que la parole nous revienne. Parce que finalement, ce qui nous manque le plus, c'est la parole. C'est le manque de dialogue. Et que nous nous souvenions que nous sommes des personnes humaines, que nous ne sommes pas des animaux. Ce sont les animaux qui s'entretuent, ce sont les animaux qui mangent leurs enfants. Le faire, nous, signifie que nous sommes revenus plusieurs milliers d'années en arrière, à l'époque du règne animal. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des personnes. Et des personnes qui devraient mesurer ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire si peu de choses de passage sur cette terre. À quoi cela sert, toute cette violence? Alors qu'on peut aimer, on peut parler, vous comprenez? Et c'est à cela que je convoque mes frères maliens, mais aussi au-delà. Un peu plus d'amour, aimons-nous les uns les autres, et à partir de là, l'Afrique se portera mieux. Merci, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce numéro de Théma. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie tout à l'heure. Albertine Dortse pour Afrique Soir. À la semaine prochaine.